Bonjour à toutes, bienvenue pour, ce nouveau webinaire proposé par Aesio Mutuelle, dans le cadre de sa programmation Prévaesio, le service de prévention, d'Aesio, dont vous pouvez retrouver toute la programmation tout au long de l'année en vous connectant à votre espace adhérent, page Mes services, rubrique Prévaesio ou en allant, si vous voulez avoir accès à nos webinaires qui sont comme aujourd'hui ouverts au grand public, vous pouvez également aller sur le site ensemble.aesio sur la page agenda. Voilà, nous sommes ensemble pour 1 heure. Nous allons parler aujourd'hui de ménopause avec le docteur Odile Bagot et Brunilde Duhaut de la Mmh. mutualité Pays de la Loire qui nous accompagnent aujourd'hui pour vous proposer ce webinaire. Je passe tout de suite la parole à Brunilde et puis je vous retrouve en fin de webinaire pour quelques informations. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat, hein, et le docteur Odile Bagot vous y répondra en fin de séance. À tout à l'heure. Bon webinaire mesdames, bon webinaire à Merci. toutes. Merci Sandrine, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis Brunilde Duhaut, donc responsable projet à la Mutualité française Pays de la Loire. Donc la Mutualité française Pays de la Loire représente la fédération de la Mutualité française en région qui regroupe les mutuelles et groupements mutualistes à but non lucratif dont fait partie d'ailleurs Aesio. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence dédiée à la ménopause, qui est aussi un sujet tabou. Cette étape importante de la vie des femmes, bien que naturelle, peut susciter de nombreuses interrogations et préoccupations. Et elle touche à la fois la santé physique, psychologique, émotionnelle. Et c'est pourquoi il est crucial de pouvoir en parler ouvertement et sans tabou. Donc aujourd'hui, nous allons vous éclairer sur ce sujet. Du coup, Madame Odile Bagot, qui est docteure donc gynécologue obstétricienne, va vous parler de ce sujet. Odile est autrice entre autres du Tico des Nanas et intervient en tant que chroniqueuse dans l'émission Le Mag de la santé sur France 5. Donc merci à vous Odile d'être parmi nous. Je vous laisse la parole et comme a dit Sandrine, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. Nous tâcherons d'y répondre à la fin. Voilà, bonne conférence et merci et à vous Odile. Merci beaucoup Sandrine et Brunilde pour vos gentils mots d'accueil. Bienvenue peut-être à tous et peut-être un homme parmi vous, mais sûrement à toutes pour ce webinaire autour de la ménopause. Donc je suis Odile Bagot, je suis spécialiste en gynécologie obstétrique. J'ai 66 ans, je travaille toujours parce que j'ai un métier passionnant et j'aime bien me définir comme ménoptimiste et sexygénaire. Donc, ça vous donne déjà une idée du ton de la conférence et on ne va pas venir pleurer. C'est vrai que la ménopause, ce n'est pas forcément un passage toujours facile, mais on a tellement de ressources en tant que femme en se faisant aider, bien sûr, par les professionnels de santé, parce on a les moyens vraiment d'atténuer énormément de symptômes. Donc, on va aborder ce séminaire de manière optimiste et joyeuse parce que la ménopause, quand même, ça va nous débarrasser d'un certain nombre de choses pas toujours agréables que sont les règles. Donc, fini les protections hygiéniques, fini les douleurs, les saignements, le pantalon blanc qu'on tâche en été. C'est déjà quand même pas mal sympa et je ne vous parle pas du syndrome prémenstruel. Donc, réjouissons-nous de de ce temps qui est un temps biologique, c'est une évidence, c'est une étape dans la vie d'une femme, bah, au même titre que l'arrivée de la puberté. Et j'aime vraiment faire le comparatif parce que vous qui êtes sûrement des mères, voire des grands-mères comme vous, on a des enfants ou des petits-enfants adolescents et parfois on les oublie un petit peu parce que ce qu'ils traversent, c'est quand même sacrément violent. On peut le comparer quand même à la ménopause, mais c'est sûrement plus violent pour eux et ils ne sont pas aussi bien armés que nous. Donc, c'est un temps biologique, mais c'est pour la femme vraiment un temps biographique. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans notre vie. Au point de vue biologique, c'est pas compliqué. La définition de la ménopause, il n'y en a qu'une seule, c'est toute la période de la vie qui va suivre la première année sans règles. Si on a autour de 50 ans, qu'on n'a plus de règles depuis 1 an, on est ménopausé. Et on est ménopausé jusqu'à la fin de ses jours.
la période avant, qui est souvent la plus chahutée, et je vous en parlerai assez longuement, qu'on peut appeler la transition ménopausique, on a aussi tendance à l'appeler la préménopause ou la périménopause, c'est un autre domaine. Mais les femmes, souvent, quand elles me parlent de leur ménopause, elles me disent « Ah, moi, la ménopause, ça a commencé à 40 ans. » Non, à 40 ans, elles avaient commencé à avoir des troubles du cycle, mais la ménopause, c'est pas ça. C'est après un an sans règles. Quand on écoute un petit peu l'analyse que font les psychanalystes de cette période-là, après avoir interrogé beaucoup de femmes, c'est pas tant l'arrêt, la fin de la féminité. On ne se sent pas moins femme parce qu'on est ménopausée. En revanche, y compris pour les femmes qui n'avaient pas de désir d'enfant, c'est quand même la fin de la fertilité. Et ça, c'est le jamais, plus jamais de l'enfantement. Et ça fait partie intégrante de notre psychisme, cette histoire-là, même si ce n'est pas formulé de cette manière-là. Et moi qui ai 5 enfants, je peux vous dire que ça n'a jamais été facile de faire une croix sur sa fertilité. On finit par le faire avec un peu de travail psy, mais ce n'est pas une évidence. C'est pas une évidence. Au point de vue biologique, le maître mot est vraiment la base de toutes les explications pour les symptômes de la ménopause, c'est le manque d'œstrogène. C'est vraiment ça qui va changer au point de vue biologique, donc dans le corps d'une femme, c'est qu'elle passe d'un état où les ovaires vont sécréter les œstrogènes à une carence complète et absolue et définitive d'œstrogène. Et ça, ça a des répercussions sur la qualité de vie. On le verra avec les fameux troubles, les troubles climatériques, l'effet de chaleur et compagnie, mais ça a aussi un impact sur la santé, en particulier sur l'os, sur le système cardiovasculaire et un peu sur le cerveau aussi. Mais je le dis tout de suite, on ne réduit pas les femmes à leurs hormones et c'est une tendance actuelle, on parle beaucoup, il y a des livres qui sortent tous les 3 matins, prenez des hormones, etc. J'ai rien contre, mais nous sommes nettement plus que nos hormones ou notre manque d'hormones. La ménopause, il ne faut pas la confondre, en tout cas les symptômes de la ménopause avec les symptômes du vieillissement. Qu'on le veuille ou non, la pente descendante, même si on l'observe que vers 45 ans, ça commence à 35 ans. À partir de 35-40, et on le verra à 45, le catabolisme, c'est-à-dire la perte de cellules, que ce soit le cerveau, les vaisseaux, l'os, le muscle en particulier, va être supérieur à l'anabolisme, c'est-à-dire la capacité que nous avons de refabriquer des cellules. Et ça s'appelle le vieillissement. Donc, on ne va pas attribuer tous les symptômes que l'on va ressentir à la ménopause, mais on peut faire bien sûr le tri. Et cette ménopause, tant biographique ô combien important, eh bien, ça se passe à 50 ans, grosso modo. Si on a une bonne hygiène de vie, on a une espérance de vie pour les meilleurs presque jusqu'à 100 ans. Donc, c'est la mi-temps de notre vie, mais aussi le mi-temps de la vie. Et qu'est-ce que le mi-temps ? C'est dans le mi-temps du lit, par exemple, dans la chanson Marche du Palais. Le mi-temps de la vie, c'est un concept sociologique. C'est une période de la vie adulte, alors entre 40 et 65 ans, donc pile poil au moment où va aussi se situer la ménopause. Et cette période, elle est extrêmement chargée d'un point de vue, je veux dire, émotionnel, parce qu'il se passe des choses à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi au niveau social. C'est-à-dire l'image que va renvoyer, dans notre cas, la femme, au niveau de la société change. Pour soi, dans son intimité, on va quand même regarder en arrière. On va réévaluer son passé, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, on fait le bilan et puis on se rend compte qu'il n'y a pas de raison de rester dans cet état-là, qu'on a souvent un besoin de changement. Mais pour pouvoir mettre en œuvre ce changement, il faut avoir suffisamment d'énergie. Parce que c'est un temps de remise en question où un petit peu tout va se bousculer et il faut être en forme. Et c'est vraiment l'objectif de ce webinaire, c'est de vous dire comment arriver en forme à la ménopause et comment la garder une fois qu'on est ménopausé. Ce n'est pas anecdotique, la ménopause, on est à pratiquement 15 millions de femmes de plus de 50 ans en France. C'est la moitié de la population des femmes de plus de 15 ans. Dans les femmes qui ont leurs règles, qui ont eu leur ménarche, donc voilà, qui ont plus de 15 ans, et la moitié, elles sont ménopausées. Et tous les ans, on a un contingent de 400 000 femmes qui nous rejoignent en ménopause. Donc, c'est un véritable enjeu de santé publique à l'échelle mondiale. On estime qu'en 2030, 1,2 milliard de femmes auront plus de 50 ans, donc seront potentiellement ménopausées. Ça vaut donc le coup qu'on s'y intéresse.
Mais avant la ménopause, et je le dis, je le redis, c'est 1 an complet sans règles, pas la peine de faire de prise de sang, etc. C'est pas ça qui nous donne le diagnostic de ménopause, hein. C'est 1 an complet sans règles. On a ce que moi j'aime bien appeler la transition ménopausique, parce qu'on entend périménopause, on entend préménopause, on se prend un peu les pieds dans le tapis avec ces 2 termes-là. En fait, c'est la période qui va précéder, alors ça peut aller de 3 à 8 ans, la ménopause. C'est quand même très rare qu'une femme ait ses règles régulièrement, toutes les 4 semaines, et du jour au lendemain, elle n'en a plus du tout. Donc ça, c'est quand même très exceptionnel. Ça se détraque quand même avant. Donc, cette transition ménopausique, c'est la période avant la fameuse année sans règles, plus la fameuse année sans règles qui va signer la ménopause. Le problème, c'est que ces 12 mois sans règles, c'est seulement a posteriori que vous aurez pu en faire le diagnostic. C'est pour ça que la transition ménopausique, je trouve que ça se pose pas mal comme terme. Cette transition ménopausique, très honnêtement, c'est la période la plus pénible parce qu'elle est mal connue, elle est mal prise en charge. Il y a des hauts et des bas hormonaux dont on ne sait plus où on habite, et ces hauts et bas hormonaux sont complètement aux antipodes, vous verrez, au point de vue hormonal, et ça va affecter la qualité de vie des femmes de manière relativement importante, surtout si ça commence assez tôt. On ne pensera pas à ménopause, on dira « Oh bah ouais, tu as 44 ans, tu commences à nous enquiquiner avec tes sauts d'humeur et tout ça ». Et ça a été identifié dans des études sociologiques comme une des périodes les plus difficiles de la vie des femmes. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez sur le petit schéma, là, le premier, c'est les variations des œstrogènes. Je vous dis, les œstrogènes, c'est vraiment la clé pour comprendre la ménopause. Donc, les œstrogènes, quand vous avez un cycle naturel, vous avez un beau pic œstrogénique au moment de l'ovulation, ensuite ça stabilise, ça chute, il y a les règles, les rebelotes. Donc, ça, on connaît. Quand ça commence à se détraquer, de temps à autre, donc ça c'est la deuxième ligne, vous avez un cycle normal, et puis le cycle d'après, un coup il y a un excès d'œstrogène, un coup il y en a un peu moins, donc ça saigne un peu n'importe comment. L'équilibre avec la progestérone n'est plus bon, donc on va avoir des symptômes comme des tensions des seins par exemple. Et en ménopause débutante, mais on a encore des saignements à cette période-là, c'est ça le problème, dans cette période où on a encore des variations œstrogéniques. Et quand on est en début de ménopause, en particulier cette première année, on n'a plus suffisamment d'œstrogènes pour avoir des saignements, mais pour les symptômes, quand les œstrogènes remontent un peu, par exemple pour les bouffées de chaleur, on aura moins de bouffées de chaleur. Et puis tout d'un coup, les œstrogènes sont très bas et on n'est vraiment pas bien. Une fois qu'on est en ménopause confirmée, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple parce que c'est le calme plat, soit on le supporte bien ce calme plat, et tant mieux, soit nous, on a des solutions. Donc, dans la première partie dont on va parler maintenant, on a ce qu'on appelle une hyperœstrogénie relative. Pourquoi? Parce que les œstrogènes sont sécrétés toujours plus ou moins de la même manière, mais c'est la progestérone, c'est le premier signe, c'est la progestérone, donc l'autre hormone féminine, qui, elle, va être insuffisante. Et notre état, il dépend de l'équilibre entre ces 2 hormones. Donc, dans ces phases d'hyperœstrogénie relative, donc par manque entre autres de progestérone, il faut déjà savoir que ça se passe plutôt en début de transition ménopausique, donc plutôt 45, 46, 47 ans. C'est variable en fonction des femmes. Ça va se manifester comment? Par des cycles qui se raccourcissent, c'est-à-dire des règles qui arrivent au bout de 3 semaines, des règles qui ont tendance à être vraiment abondantes, ça s'appelle les ménorrhagies, parfois des saignements entre les règles. Et avant les règles, l'équilibre œstroprogestatif étant mauvais, on peut avoir des tensions des seins, un syndrome prémenstruel important. Tous ces chahuts hormonaux participent à des possibles troubles de l'humeur, mais on peut aussi être mal dans son boulot, mal avec son mari ou ses enfants et avoir une dépression réactionnelle. Mais c'est vrai que être chahuté hormonalement, ça n'aide pas à aborder ce genre de situation. Et surtout une grande fatigue. Et quand il y a une fatigue, donc l'asthénie, allons chercher l'anémie. Parce que si on saigne la rage toutes les 3 semaines, et ça pendant 10 jours, il est clair que on va se retrouver en anémie, on va être essoufflé, on va être fatigué, on va perdre ses cheveux, on va avoir des troubles du sommeil. Tout ça, c'est lié à l'anémie. Donc là, il ne faut pas hésiter, quand on a des règles abondantes, de faire une prise de sang et voir si on ne manque pas de fer et d'hémoglobine. Quand on se rapproche de la vraie ménopause, on va avoir de plus en plus de phases d'hypoœstrogénie, c'est-à-dire on va se retrouver exactement comme si on était en ménopause. Donc il n'y a plus d'ovulation, les cycles sont longs, on n'a pas de règles pendant 2, 3, 4 mois.
C'est tout à fait possible. Et c'est là qu'on va faire connaissance avec les fameuses bouffées de chaleur qui sont quand même susceptibles de vous pourrir la vie pendant quelques années après. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces périodes-là? Vous avez bien compris que d'un point de vue hormonal, c'est complètement aux antipodes. Donc, on ne peut pas avoir un traitement de la période de transition ménopausique puisqu'on est dans des états hormonaux opposés. Dans les phases d'hyperœstrogénie relative, le plus important, c'est de réussir à avoir des règles, des saignements qui soient acceptables ou supportables, ou mieux encore, de ne pas saigner. Et là, on a quand même des moyens très intéressants que sont les progestatifs. Donc, soit on peut donner pour arrêter les règles, parce que c'est le but. On arrête les règles, on met en aménorrhée, on ne met pas en ménopause pour autant. C'est pas pareil puisqu'il reste un fond d'œstrogène. Mais on est capable de mettre une femme en aménorrhée parce que si on saigne vraiment beaucoup, ça ne sert à rien de remplir par en haut avec du fer si on perd tout par en bas. Il faut fermer le robinet. Donc pour fermer le robinet, soit on peut donner une pilule progestative, on ne donne pas d'œstrogène pour des raisons vasculaires en continu. Ça, c'est souvent des pilules genre Optimisette, voilà, ou Cerazette que vous avez peut-être déjà vu passer. On ne donne plus beaucoup aujourd'hui de ce qu'on appelait les macroprogestatifs, qui étaient quand même des médicaments très très utiles pour nous. Ils s'appelaient Luthéran, Luténil, ça rappelle peut-être des souvenirs à certaines. C'était très utile parce que ça bloquait très bien le cycle, mais ça augmente le risque par rapport aux méningiomes, qui sont des petites tumeurs bénignes du cerveau, mais enfin ça reste quand même des ménages. Ça régresse quand on arrête, mais certains ne régressent pas. Donc bon, on en donne de moins en moins, mais avec une pilule progestative, souvent ça passe. Ce qui est très très bien en période de transition ménopausique, c'est le stérilet à la progestérone. Le stérilet à la progestérone, il va diffuser localement au niveau de l'utérus la fameuse progestérone avec un passage sanguin minime. Donc, il va respecter votre cycle. C'est-à-dire que vous allez ovuler tous les mois, vous êtes dans vos états hormonal normal. Mais au niveau de l'utérus, l'endomètre, le tissu qui tapisse l'utérus, va devenir très fin. Et s'il est très fin, eh ben, il ne saigne pas. Et ce stérilet à la progestérone qui s'appelle Mirena, c'est une contraception, c'est vrai, mais il a aussi l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, pour l'indication ménorragie, règles hémorragiques, règles importantes. Et c'est un traitement, je dirais, très élégant, parce qu'il n'y a aucun effet général, on a un effet local sur les saignements. Il est évident qu'on prend en charge l'anémie. On peut donner, si c'est relativement modéré ou si c'est sur 1 ou 2 jours, ces saignements abondants pour une femme qui ne veut pas ou qui ne peut pas avoir de la progestérone. On peut donner des anti-hémorragiques. On va évidemment donner du fer. S'il faut, si on voit un petit polype, un petit fibrome dans la cavité ou que sais-je, on peut faire ce qu'on appelle une hystéroscopie, c'est-à-dire qu'on va regarder à l'intérieur de l'utérus et s'il y a une petite lésion enlevée, on peut la gratter. Et puis, il va surtout falloir tenir le choc et garder le moral. Donc, il faut se faire aider. Dans les périodes d'hypoœstrogénie, c'est malheureusement pas aussi simple que quand on est en ménopause complète, parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, si on n'est pas en ménopause complète, il va à nouveau y avoir une sécrétion d'œstrogène. Donc, on ne peut pas encore donner le traitement hormonal. En tout cas, en France, on ne le fait pas. En Allemagne, moi qui suis frontalière, à Strasbourg, les gynécos allemands n'hésitent pas à donner un traitement hormonal de la ménopause avant même les symptômes. Bon, ils s'exposent quand même à des saignements intermittents, à des tensions des seins et ce genre de choses. Mais c'est pas aberrant, mais en France, il est clair et net, on le redira tout à l'heure, qu'on ne donne pas de traitement hormonal de la ménopause avant la ménopause confirmée, c'est-à-dire 1 an complet sans règles. Dans ces périodes-là, si vous vous réveillez 3 fois la nuit à essorer votre chemise de nuit, c'est sûr que vous allez avoir des troubles du sommeil et des troubles de l'humeur. On peut aussi les accompagner, mais c'est malheureusement pas l'heure du traitement hormonal. Alors voilà, ça fait 1 an qu'on n'a plus de règles, et puis on va observer un certain nombre de symptômes. Le plus important, évidemment, bien connu des services, ça va être les fameuses bouffées de chaleur. Ce qui est intéressant, c'est de savoir de quoi se plaignent les femmes. Parce que moi, j'ai appris dans les livres tant de pourcents de bouffées de chaleur, de sécheresse vaginale, etc. Mais il y a une étude intéressante, qui est l'étude de Dennerstein, où eux sont allés interroger les femmes en disant « Qu'est-ce qui vous gêne le plus? De quoi vous plaignez-vous le plus ?» Et on verra après ce qu'en pensent les docteurs. Alors, quand on interroge les femmes, ce n'est pas Dennerstein, excusez-moi, c'est l'étude de Napi. Dennerstein, c'est sur la sécheresse vaginale. Alors, effectivement, les femmes se plaignent de bouffées de chaleur et de sueur nocturne. C'est la même chose. Nous, on va parler de troubles vasomoteurs, mais ça prend différentes formes.
bouffées de chaleur ou sueur nocturne. 53% s'en plaignent, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 53% qui en ont. Ça, on le verra tout à l'heure, on verra les statistiques côté docteur. Côté docteur. À peu près le même pourcentage se plaignent de difficultés sexuelles. Et ça, on ne l'entend pas toujours en consultation non plus. Les troubles du sommeil, les troubles de l'humeur aussi, ça touche 40, pratiquement aussi la moitié des femmes. Et la sécheresse intime et les troubles urinaires, quand on pose la question aux femmes, il y en a quand même grosso modo 1 sur 5 qui va se plaindre. On a là les troubles dits climatériques. Mais c'est intéressant de savoir, qu'est-ce qui gêne le plus les femmes. Alors, quand on regarde les statistiques médicales, les troubles vasomoteurs, quelle que soit leur forme, c'est 3 femmes sur 4. Donc, 75% des femmes vont avoir les fameuses bouffées de chaleur et la moitié, donc 50%, en a encore au bout de 7 ans. On observe aussi dans les troubles climatériques les troubles du sommeil et de l'humeur. Aujourd'hui, on rajoute, si je ne l'ai pas fait là, bien sûr, dans les troubles climatériques, on a le fameux SGUM, le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Le syndrome génito-urinaire de la ménopause, il a donc le versant urinaire avec des mictions plus fréquentes, avec des problématiques d'incontinence qui vont s'aggraver, des problèmes de cystite à répétition, on en parlera. Donc ça, c'est le versant urinaire, parce qu'au niveau de la vessie, on a des récepteurs aux œstrogènes. Et donc, ces récepteurs aux œstrogènes, à partir du moment où ils sont plus actifs, on va avoir un inconfort vésical. Et puis, bien sûr, au niveau de la sécheresse des muqueuses vulvo-vaginales, elles sont bourrées de récepteurs aux œstrogènes et va apparaître, mais avec un délai quand même par rapport aux bouffées de chaleur, la sécheresse vulvo-vaginale. Là, il y a souvent une confusion, y compris dans les médias. Quand on est en début de ménopause, le syndrome le plus fréquent, le plus courant et le plus intense, ce sont les bouffées de chaleur. Pour la sécheresse vulvo-vaginale, il faut plusieurs mois, voire années, pour que la muqueuse vulvo-vaginale commence à souffrir directement de cette carence en œstrogène. En revanche, quand une femme se plaint de sécheresse vaginale, moi, la première question que je lui pose, c'est en continu, au quotidien que vous êtes gênée, ou bien c'est au moment des rapports? Et en général, elle dit, c'est au moment des rapports qu'il y a moins de lubrification. Ça, c'est une autre affaire, on en reparlera. Et dans les troubles climatériques qui sont reconnus aujourd'hui, j'ai rajouté ça il y a quelques mois, c'est le problème des douleurs articulaires. Il y a effectivement des femmes qui, à partir du moment où elles sont ménopausées, elles n'ont plus d'œstrogène, elles ont des douleurs articulaires qui sont invalidantes. Et là aussi, on fait le lien avec les récepteurs aux œstrogènes, par analogie à des femmes qui sont traitées en traitement adjuvant pour un cancer du sein. On leur donne un traitement qui est un anti-œstrogène extrêmement puissant. Il n'y a plus d'œstrogène nulle part dans tout le corps. Et un des effets secondaires principaux sont les douleurs articulaires. Et c'est comme ça qu'on a compris que les œstrogènes ont aussi leur rôle à jouer dans l'articulation. Alors maintenant, on va faire quoi, en particulier avec les fameuses bouffées de chaleur? Différentes possibilités. Quand on est en transition ménopausique, ça je vous l'ai déjà dit, pour les bouffées de chaleur, on n'a pas d'autre solution que de se tourner vers les médecines complémentaires. Je vais vous en décrire quelques-unes. Alors, il y a la phyto, il y a l'homéo, l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, l'acupuncture, la méditation, le sport. Tout ça, on a effectivement une possibilité d'agir. Les compléments alimentaires, vous en trouvez toutes sortes, qui peuvent vous aider. Le problème pour évaluer l'efficacité de ces traitements-là, en transition ménopausique, quand il y a des hauts et des bas, vous avez bien compris que même quand on n'a plus de règles, en tout début ou en fin de transition ménopausique, on va dire, on a quand même encore des variations d'œstrogène. Et donc, quand on prend un traitement complémentaire et qu'on va mieux, c'est très difficile de savoir si c'est grâce aux compléments alimentaires, par exemple, ou simplement parce qu'on est dans une période où on a de nouveau fabriqué un peu d'œstrogène. Peu importe qu'on ait des études double aveugle contre placebo ou pas, tout ce qu'on demande, c'est que la femme aille mieux. Dans le traitement des bouffées de chaleur, le traitement hormonal, il a une place vraiment de choix et je le détaillerai largement tout à l'heure. Et il y a quelques semaines, est enfin sorti un traitement qui n'est pas un traitement hormonal, qui agit directement au niveau des neurones parce que la cause des bouffées de chaleur, elle se situe au niveau du cerveau.
C'est-à-dire que notre thermostat qui se trouve au niveau de l'hypothalamus, eh ben, il est déréglé. Il est déréglé et au lieu d'apporter, d'évacuer la chaleur, pour évacuer la chaleur, eh ben, on devient rouge, on a des suées, hein, c'est pour évacuer la chaleur. Pour des variations de température qui sont de l'ordre de 1 degré normalement, à peine 0,1 degré, c'est-à-dire quasiment rien, le corps, il évacue sa chaleur. Et donc, cette régulation-là, elle est neuronale, elle est au niveau du cerveau. Et donc, le fésolinétan, un mal fou à retenir ce nom, chaque fois il faut que je le recherche, qui s'appelle Veosa aujourd'hui, vient de sortir et a une efficacité redoutable sur les bouffées de chaleur, en particulier chez les femmes qui ne peuvent pas avoir de traitement hormonal. Et là, je pense vraiment beaucoup aux femmes qui ont eu un cancer du sein en post-ménopause. Je veux dire, elles ont triple peine, hein, elles ont même quadruple peine. Elles ont eu le cancer du sein, elles se retrouvent en ménopause, elles ont un traitement dit hormonal qui aggrave tous les symptômes de la ménopause et elles n'ont pas droit aux hormones. Pour ces femmes-là, le Veosa est tout à fait intéressant. Mais, et ça c'est une information d'il n'y a même pas une semaine, il y a des problèmes de tolérance hépatique, il y a eu des hépatites sévères. Ça veut dire qu'il va falloir surveiller les facteurs hépatiques de très près et en plus, ce n'est pas remboursé. Donc, au moins, vous êtes au top de dernières informations médicales. Là, je suis sûre que votre médecin traitant, le fésolinétan, il ne connaît pas encore. Alors, en thérapie complémentaire, qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, on a tous les phytoœstrogènes. Celui que vous connaissez certainement tous et toutes, c'est le soja. Ça a été le premier phytoœstrogène. Il a montré une efficacité sur les bouffées de chaleur, hein, modérée, mais tout à fait réelle. On a, surtout en France, un petit peu une polémique, disons une question sur risque de cancer du sein, pas risque de cancer du sein avec les phytoœstrogènes. Que dit l'AFSAP, donc l'Agence pour la sécurité des aliments en particulier, dit que la consommation alimentaire de phytoœstrogènes, de soja, yaourt au soja, etc., même de tofu, n'augmente pas le risque de cancer du sein. Il y a même certaines publications qui montreraient que ça diminuerait plutôt un peu le risque de cancer du sein, mais il y a toujours des biais en ce sens que ceux qui vont manger vegan, tofu, etc., donc il y aura beaucoup de soja, ont une hygiène de vie qui est différente aussi. Donc voilà. En tout cas, de consommer du soja alimentaire, pas de problème. En revanche, les compléments alimentaires à base de phytoœstrogènes restent contre-indiqués chez des femmes qui ont eu un cancer du sein ou un cancer de l'endomètre, par principe de précaution. Ensuite, on a les extraits purifiés de pollen, ça s'appelle Cérélis. Là, on a aussi une étude qui montre que c'est intéressant pour les bouffées de chaleur. Là, on n'a pas de problème, c'est pas un phytoœstrogène, hein, les extraits purifiés de pollen. Alors, ce qui est très à la mode en ce moment, c'est l'ashwagandha. C'est une plante ayurvédique dite adaptogène qui va agir sur l'humeur et qui va agir aussi sur les bouffées de chaleur, sur le système vasomoteur. Ça se trouve dans pas mal de compléments alimentaires. On le trouve rarement tout seul, mais c'est dans les compléments alimentaires. On a l'actéa grappe noire, qui est une plante amérindienne qui agit à la fois au niveau du cerveau avec un effet de type œstrogénique, donc pareil, contre-indication relative cancer du sein, mais aussi au niveau des vaisseaux. On a un acide aminé, la bufène, tout ce qu'on avait quand j'ai commencé la gynéco il y a quelques décades. Très honnêtement, ça ne marche pas énormément cette affaire-là et c'est même plus remboursé aujourd'hui. Dans les huiles essentielles, il y a la sauge sclarée. Les huiles essentielles de type œstrogénique restent aussi contre-indiquées en cas d'antécédent de cancer du sein. Principe de précaution, il n'y a pas d'étude. Alors, en homéo, on n'a pas de contre-indication. Le remède qu'on donne le plus souvent, c'est l'Akésis en 9CH. On a son petit tube dans la poche, on prend 3 granules 2-3 fois par jour quand il y a des bouffées de chaleur. Le tube de granules ne coûte pas encore trop cher, ça va, mais c'est plus remboursé, vous le savez. Ensuite, dans des consultations plus individualisées, il y a d'autres remèdes comme belladonna, céphia ou sulfure qui peuvent être donnés. Puis on a aussi des complexes où il y a différents remèdes homéopathique. Donc là, je vous mets les 3 complexes des 3 gros labos d'homéo, Actéane chez Boiron, le complexe Velleda et puis Climaxol chez Lénine. Même si, alors ce qu'on sait quand même, c'est qu'en fait, tous les traitements complémentaires pour les bouffées de chaleur ont un effet placebo de 40 à 50%.
eh bien, tant mieux, bravo, on applaudit des deux mains. Si la moitié des femmes vont mieux, c'est tout ce qu'on demande. Si par ailleurs, il n'y a pas de risque ni d'effet secondaire. Mais ça ne suffit pas toujours, c'est ça notre problème. Alors, le fameux SGUM. Dans le syndrome génito-urinaire de la ménopause, qu'est-ce qu'on va observer au point de vue urinaire? Des mictions plus fréquentes, des problèmes de fuite urinaire, donc d'incontinence urinaire, de deux types, soit à l'effort, soit par impériosité, c'est-à-dire c'est l'urgenturie, une envie très pressante d'aller aux toilettes avec parfois pas la possibilité de se retenir, et puis le problème des infections urinaires à répétition. Quand on parle d'infections urinaires à répétition, c'est plus de 4 infections urinaires correctement documentées, correctement traitées dans l'année. Alors, comment on va prendre en charge ces troubles urinaires? De première intention, que ce soit pour une incontinence urinaire, pour voilà, une urgenturie ou des cystites à répétition, c'est apporter des œstrogènes. Apporter des œstrogènes, alors, soit par voie générale, donc un traitement hormonal de la ménopause si on en attend d'autres bénéfices par voie générale, ou au moins par voie locale, c'est-à-dire on met soit des ovules d'œstrogène, soit une crème à base d'œstrogène au niveau du vagin, et ça va traverser, puisque la muqueuse, la paroi de la postérieure de la vessie, donc en arrière, est collée à la paroi antérieure du vagin. Et donc là, ça traverse, hein, il n'y a pas de problème. Il y a évidemment toutes les méthodes de rééducation. On a des traitements non invasifs, en particulier de l'incontinence urinaire d'effort, des injections de produits qui vont combler un petit peu de chaque côté de l'urètre, hein, donc sans être obligé d'opérer. Et puis, on a aussi la chirurgie classique. Vous avez entendu parler des fameuses bandelettes. On en a dit beaucoup de mal, mais on oublie juste de dire les millions de femmes qui n'ont plus eu de fuite urinaire après 50-55 ans grâce à cette chirurgie. On met toujours en avant les complications, et il y en a comme dans toute chirurgie, mais ce qui est très dommage, c'est que ça fait peur aux femmes et qu'elles vont se priver d'un traitement efficace et quasi définitif. La rééducation du périnée, ça c'est le b.a.-ba. Alors normalement, vous ne devriez pas vous retrouver à avoir des inondations comme dans le Titanic sur cette image que m'avait faite Louison pour mon premier livre. Et vous avez le choix dans la rééducation. Rééducation du périnée, on peut le faire en autonomie. On peut faire des exercices. Là, vous êtes assis sur votre chaise, moi aussi, on peut serrer notre périnée. On peut aussi faire ce qu'on appelle la gymnastique hypopressive, c'est-à-dire qu'on va essayer de remonter son périnée et plaquer ses intestins contre la colonne. Donc ça, c'est la meilleure manière. Remonter son périnée, plaquer les abdominaux. Il y a des systèmes de poids qu'on peut mettre dans le vagin qui, par réflexe, vont obliger votre périnée à contracter. Hein. C'est des espèces de boules. Donc, on va essayer de ne pas perdre la boule dans tous les sens du terme. On a des sondes qui donnent des petites impulsions électriques qui permettent de faire contracter de manière passive le périnée. Et puis, vous avez des sondes connectées qui sont intéressantes, qui permettent de faire des exercices et de voir ce qu'il en est, comment réagit le périnée. On peut aussi le faire sur prescription auprès d'un professionnel de santé avec différentes techniques. Ça dépend vraiment de chaque femme. Il y en a qui me disent moi, j'aurais jamais le temps d'aller chez le kiné ou chez la sage-femme, je vais le faire chez moi. Et d'autres qui disent si je le fais chez moi, c'est même pas la peine, ça va rester dans un tiroir, je préfère avoir mon rendez-vous une fois par semaine. Mais les deux sont tout à fait possibles. L'autre versant de notre SGUM, c'est la sécheresse intime. Donc, au quotidien, si une femme se plaint d'être gênée au quotidien et qu'elle est ménopausée depuis 1 ou 2 ans, attention, il faut aller chercher la pathologie dermatologique la plus fréquente, qu'est le lichen scléreux vulvaire. C'est le sujet de ma chronique ce jeudi 13h35 sur le Mac de la santé, si vous voulez en savoir plus sur le lichen scléreux vulvaire, qui est une pathologie dermatologique fréquente et hyper mal connue, parce que tout le monde dit « Ah elle est ménopausée, elle trouve que c'est sec. » C'est parce qu'elle manque d'œstrogène. Eh bien non, il y a parfois une maladie dermatologique derrière, et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Donc, le problème de la sécheresse intime, ça va surtout être pour la vie sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand cette sécheresse continue? Au quotidien, de toute façon, on va prendre soin de son vestibule.
Le vestibule, qu'est-ce que c'est? Alors, dans un appartement, vous voyez, c'est l'illustration. C'est une petite pièce, un petit boudoir où on fait la conversation avant d'entrer. Donc, je ne vous fais pas de dessin. Au niveau vulvo-vaginal, c'est en fait la partie qui est à l'intérieur des petites lèvres et qui va vers le vagin. Et c'est ça la zone sensible. Parce que dans le vagin, on ne sentira pas si c'est sec. Mais cette zone-là, oui, on va vraiment le sentir. Comment on prend soin quand on est ménopausé de son vestibule? Vraiment là, je vous encourage à utiliser un soin dédié. Ça ne coûte pas une fortune, mais il faut respecter le pH de la vulve, il faut respecter, il ne faut pas le décaper, il faut respecter sa flore. Il faut apporter quelque chose qui soit suffisamment gras pour ne pas dessécher. On peut mettre des topiques locaux, donc des crèmes, que ce soit à l'acide hyaluronique, des gels hydrophiles, des huiles de coco, de noyaux d'abricot, évidemment pas d'huile essentielle directement sur la vulve. Le traitement hormonal, qu'il soit local et général, on en reparlera. Dans des cas particuliers, surtout quand il y a des fissures, on peut faire des injections d'acide hyaluronique. Et puis, il y a le laser ou la radiofréquence, mais ça devient, il faut faire plusieurs séances et c'est relativement cher. Le problème, c'est qu'il va y avoir une répercussion sur la vie sexuelle. Et pourquoi est-ce que cette lubrification devient difficile au moment des rapports? Il y a deux causes. Il y a une sécrétion plus lente, on va dire un retard à l'allumage, voilà, et une diminution de la quantité de la sécrétion. Et ces deux phénomènes-là vont avoir ce qu'on appelle un effet domino. C'est sec, donc les préliminaires, ça va être plus douloureux. Si ça fait mal, il y aura moins d'excitation. Moins il y a d'excitation, moins ça lubrifie, donc ce sera moins agréable. On n'aura plus très envie de recommencer, donc on va avoir moins de rapports. Et moins on a de rapports, plus c'est sec. Souvent, le vagin, c'est l'inverse des piles Vander. Pour celles qui connaissaient la pub dans le temps, il ne s'use que si on ne s'en sert pas. Donc, je vais vous donner des solutions pour la sécheresse vaginale. Mais si dans la suite, il n'y a pas une vie sexuelle suffisamment régulière, ça ne servira pas à grand-chose. Le minimum syndical serait à peu près d'une fois par semaine et plus si on tente. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le b.a.-ba, c'est utiliser un lubrifiant. Pourquoi? Parce que la sécrétion vaginale au moment des rapports, elle vient du fond du vagin. Et le temps que ça arrive au niveau de la vulve, ça va être assez long, surtout si la sécrétion est plus lente et moins abondante. Donc, si on met un lubrifiant à l'extérieur, ça permet déjà que les préliminaires soient plus agréables. Il faut tenir compte quand même du partenaire aussi. Il faut tenir compte du partenaire dans cette histoire de lubrification parce que le monsieur, il a parfois aussi quelques heures de vol. Il tient un peu moins longtemps au garde à vous que quand il était jeune et fringant. Donc, monsieur, ça l'arrangerait bien que les préliminaires durent un petit peu moins longtemps. Et vous, ça vous serait fort utile que ça dure un peu plus longtemps. Et le lubrifiant, ça sert de starter. Alors, lubrifiant, il ne faut plus utiliser ce terme-là, paraît-il. Ça fait mécanique auto. Il faut dire hydratant intime. Donc, disons hydratant intime. Le but, c'est quand même de lubrifier. Donc, l'autre chose qui est le traitement de fond, alors ça, on dira en appoint, mais voilà, c'est à utiliser régulièrement. Il y en a différentes sortes, on pourra en parler si vous voulez. Et puis, il faut apporter des œstrogènes quand on peut le faire, parce que c'est ça qui va entretenir la muqueuse vaginale. Et voilà, comme je vous disais, ça mérite 2-3 explications avec monsieur. Et si on le prend sur le centre de l'humour, on lui dit, tu sais mon chéri, je suis passée de l'essence à diesel. Et ça, je suis sûre qu'il va comprendre qu'il faut que ça chauffe plus longtemps. Alors, pour les troubles de l'humeur et du sommeil, disons que c'est multifactoriel. Comme je vous disais, il n'y a pas que la question des hormones. On a une prise en charge qui peut être multidisciplinaire. Bien sûr, la médecine conventionnelle est là pour vous aider avec le traitement hormonal, mais parfois, s'il y a une vraie dépression de la ménopause, on peut aussi donner un traitement antidépresseur. Il y a les médecines complémentaires et il y a évidemment les accompagnements psychologiques. Par rapport au sommeil et à l'humeur, en phytothérapie, le trio gagnant, aubépine, mélisse, passiflore. Pour l'humeur, on a le millepertuis, mais attention, on a des interactions médicamenteuses. On ne peut pas le donner à tout le monde. Dans les compléments alimentaires, ce qui est reconnu comme antidépresseur, c'est le safran. Vous allez le trouver dans des compléments. En homéo, le contexte de la ménopause nous oriente plutôt vers sépia comme remède. Je vous rappelle ici, et vous aurez, je pense, la présentation, les clés d'un bon sommeil, ça compte pour tout le monde, avec un rythme régulier, pas d'écran, manger léger le soir, se coucher à la même heure, une chambre fraîche, sombre. Voilà. Et maintenant, on va voir, les dernières minutes, on va parler du traitement hormonal, mais ce n'est pas tout de suite, l'impact de la ménopause sur la santé de manière générale. On a donc l'impact sur l'os, sur le cœur et sur le cerveau. Alors, est-ce que
Voilà, je reviens en arrière. Donc sur l'os, vous voyez, les courbes sont absolument parlantes, hein. À partir de la ménopause, ça commence un peu, hein, je vous avais dit 35-40 ans, hein, que c'était le début de la fin, hein. Mais là où ça s'accentue vraiment, c'est avec la ménopause, moins d'œstrogène, donc perte de la masse osseuse. Au point de vue cardiovasculaire, à partir de 50 ans, les femmes commencent à rattraper les hommes en termes d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus du myocarde. Et il y a pas mal d'études, mais là j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est quand même, je dirais, le cerveau, ça s'entraîne, hein, aussi, puis ça dépend un peu comment on arrive à la ménopause et ce qu'on fait encore. Mais il y a quand même une influence des œstrogènes sur les fonctions cognitives. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour tout ça? On ne va pas attendre la ménopause pour se réveiller. Donc, sur le squelette, hein, l'activité physique, hein, surtout en isométrie, hein, parce que ça va tirer, dès qu'on a une petite stimulation des tendons sur le muscle, sur l'os, pardon, ça va permettre la calcification. Il faut un régime alimentaire avec un apport de calcium et pas oublier la vitamine D, puisque la vitamine D, on la fabrique que si on s'expose au soleil et on est forcément toujours carencé. Donc, au moins pendant les 6 mois d'hiver, il faut une supplémentation en vitamine D. Pour le cœur et les vaisseaux, c'est une question d'hygiène de vie, hein, d'activité physique, d'alimentation, ni tabac, ni alcool. Quelques conseils pratiques. Alors ça, c'est les 6 piliers pour arriver en forme à la ménopause, et ça compte pour tout le monde, hein. Ce sont les 6 piliers du mode de vie, hein. L'alimentation saine, une activité physique régulière, la gestion du stress, avoir une vie sociale et affective qui soit satisfaisante, un sommeil de qualité et évidemment éviter les toxiques. Ça compte pour tout le monde. Là, vous avez quelques tableaux sur les apports au point de vue alimentaire de calcium à la fois dans les produits laitiers, mais c'est vrai que ça vous apporte aussi des mauvaises graisses, hein, c'est très clair, hein. Et il y a aussi des apports de calcium végétaux. Apportez des poissons parce que vous avez les bons oméga, hein, qui vont bien entourer vos neurones, mais attention, dans le poisson, plus il est gras, plus il a de perturbateurs endocriniens et du mercure en particulier. Sauf les tout petits poissons là en bas, sardines, truites, harengs et maquereaux. Alors là, vous pouvez vous en faire des orgies parce que ce sont pas c'est des poissons gras, mais ils sont pas en fin de chaîne, donc ils n'ont pas accumulé toutes les cochonneries qu'il y a dans les océans. Le poisson blanc, c'est bien, mais pas beaucoup d'oméga. Bon, on ne mange pas tous les 3 matins du requin et de la lamproie, hein. Donc, il faut être un peu prudent pour le saumon, hein, parce que c'est quand même quelque chose qu'on mange très régulièrement et au point du perturbateur endocrinien, ce n'est pas terrible. Pour l'activité physique, optimisez simplement tous vos gestes du quotidien. Là, vous trouverez dans ce que vous aimez faire. Il faut aussi le faire avec plaisir, hein, c'est important. Et puis, on peut se remettre au sport, mais attention, si vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps et que vous y allez un peu trop fort, prenez la précaution de faire une épreuve d'effort avant d'aller voir votre cardiologue, hein. Est-ce que la prise de poids est une fatalité au moment de la ménopause? Alors, on va dire un peu. La cause principale de la prise de poids, c'est la perte de la masse musculaire, hein. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Et comme je vous l'expliquais, parce que on perd plus de muscles que ce qu'on est capable d'en fabriquer, y compris en faisant une activité physique. Souvent, le goût alimentaire a un peu changé, donc on apporte moins de protéines. À 20 ans, on se fait une côte de bœuf entre copains. À 40, on va se mettre aux lasagnes végétariennes. Et puis à 80 ans, c'est café ou les tartines, hein. Donc là, les protéines, elles ont disparu, hein. Donc, pensez à apporter des protéines. Et en plus, on sait que les protéines qu'on absorbe à partir d'un certain âge, elles sont déviées par l'organisme, hein, vers ce qu'on appelle le secteur splanchnique, c'est-à-dire le foie, la rate, le cœur, etc. Donc, ce qui doit vivre le plus longtemps au détriment du muscle. Les œstrogènes sont un peu en cause, mais surtout pour la répartition des graisses, puisqu'on va s'enrober un peu autour de la taille, hein, en graisse. Et si on perd 5 kilos, on va prendre 10 ans dans la figure, parce que là, ça va disparaître, mais autour de la taille, pas beaucoup. Alors, traitement hormonal, la ménopause. Alors, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? On commence à changer un petit peu la façon de voir des femmes, mais je vais être très très rapide parce que aujourd'hui, c'est hyper clair. Parce que le Collège national des gynécologues obstétriciens français, a refait une revue complète de la littérature qui nous permet, mais alors en toute objectivité, de vous donner des informations toutes validées. Les bénéfices du traitement hormonal, plus de bouffées de chaleur, ça marche à 99%, pas de sécheresse vaginale qui va se développer, une diminution de la perte osseuse, donc une prévention de l'ostéoporose, et même aujourd'hui, le traitement hormonal est reconnu comme un traitement de l'ostéoporose. On a une diminution du risque cardiovasculaire,
D'abord parce que les œstrogènes vont améliorer le profil lipidique, bon, mauvais cholestérol, et aussi parce que les œstrogènes participent à la souplesse de la paroi vasculaire. Donc, diminution du risque cardiovasculaire et, voilà, c'est une observation, diminution des risques de cancer du côlon, de l'œsophage, du pancréas et probablement du foie aussi. C'est quand même bon à prendre. Le risque par rapport au cancer du sein, parce que ça a quand même été ça le gros problème. Si on utilise les traitements à la française, donc en l'occurrence pour le risque de cancer du sein, la progestérone bioidentique, on n'augmente pas le risque de cancer du sein les 5 premières années. C'est-à-dire, traitement hormonal ou pas traitement hormonal, il y aura autant de cas, et c'est des reculs de 10 ans, 80 000 femmes quand même dans l'étude française. Il y en a autant chez les femmes qui prennent un traitement hormonal mais qui ne le prennent pas. Mais là où souvent ça perturbe les femmes, et ça se comprend, une femme qui est sous traitement hormonal, qui va développer un cancer du sein, qu'elle aurait fait aussi sans traitement hormonal, la première chose qu'on va dire, c'est arrêtez votre traitement hormonal, madame. Donc là, elle va se dire, parce que le traitement hormonal, c'est lui qui m'a donné mon cancer du sein. Pire encore, les cancers du sein les plus courants sont dits cancer du sein hormonodépendant, qui est un très mauvais terme. Ça veut juste dire que sur la cellule cancéreuse, il y a encore des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone, ce qui est en soi un facteur de bon pronostic. Sauf que vous dites à une femme, vous avez un cancer du sein hormonodépendant, arrêtez votre traitement hormonal, elle ne peut que penser, c'est à cause de mon traitement hormonal que j'ai eu un cancer du sein. Vous rajoutez à ça les anti-aromatases, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un traitement anti-œstrogène, c'est sûr qu'elle aura du mal à comprendre que ce n'est pas à cause de son traitement hormonal qu'elle a eu un cancer du sein. Alors que un traitement hormonal diagnostiqué un cancer du sein diagnostiqué sous traitement hormonal a un meilleur pronostic, c'est démontré, que celles qui auront fait un cancer du sein alors qu'elles n'étaient pas sous traitement. C'est juste une observation. Donc, au-delà de 5 ans, il y a une petite augmentation du risque de cancer du sein et encore, elle n'est pas forcément significative avec les petites doses qu'on donne. Pour le risque vasculaire, pas d'augmentation du risque, mais là, la condition, c'est d'utiliser les œstrogènes bioidentiques et sous forme de gel ou de patch, c'est-à-dire par voie transcutanée. Par voie orale, ça augmente un petit peu le risque parce que ça passe par le foie. Si on essaye de faire une petite synthèse, là, je vous ai mis les 10 commandements de la femme ménopausée. L'activité physique, on en parlait, l'alimentation, éviter les toxiques. Si on est en couple et qu'on en a envie, profiter de sa vie sexuelle, faire travailler son cerveau comme ses muscles. Important aussi de se retrouver, et je veux dire l'activité spirituelle, quelle qu'elle soit, a montré son bénéfice sur la santé, entre autres sur le stress. Avoir une vie sociale relativement développée, bénéfique pour la santé. On essaie pour se sentir désirable, par exemple, et pour avoir du désir, il faut se sentir désirable. On peut s'occuper de soi, on s'est souvent beaucoup occupé des autres, on peut s'offrir des vacances et surtout se regarder avec bienveillance, parce que nous sommes des femmes formidables. Et voilà, je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Odile. Merci. C'était très intéressant. Alors, nous avons eu quelques questions. Je pense que vous y avez répondu au fur et à mesure, mais je vais vous les reposer quand même. Donc, il y a une personne qui a 51 ans, qui n'a plus d'utérus, mais toujours ses ovaires. Et comment savoir si elle est ménopausée ? C'est une très très bonne question. Ça concerne effectivement les femmes qui ont plus d'utérus ou les femmes qui ont une contraception sans règles. Puisque je vous dis effectivement la ménopause c'est sans règle, et comment tu fais quand ça fait 10 ans que tu n'en as plus? Alors, ce qu'on va faire, c'est le seul moment où on va s'aider un peu d'un dosage hormonal. C'est-à-dire une femme autour de 50 ans qui a des bouffées de chaleur et qui sont régulières, eh bien, on va doser la FSH, qui est l'hormone dite de la ménopause. Mais cette FSH, il faut savoir qu'elle augmente déjà à partir de 40-45 ans. Donc, ce n'est pas un critère absolu. Mais c'est vrai qu'au-delà de 50 ans, des bouffées de chaleur régulières et une FSH, on va dire, supérieure à 40, 50, on peut dire à la femme qu'elle est ménopausée à ce moment-là. Alors, quand il n'y a plus d'utérus, s'il y a vraiment des troubles climatériques importants,
on peut donner, même si on n'était pas en ménopause complète, on peut déjà donner des œstrogènes par voie transcutanée parce que quand on n'a plus d'utérus, on n'a pas besoin de progestérone dans le traitement hormonal. La progestérone dans le traitement hormonal ne sert qu'à protéger l'utérus, donc l'endomètre, des œstrogènes. Si on prend des œstrogènes seuls, le tissu intérieur de l'utérus, il épaissit, il pourrait donner un cancer de l'endomètre. Donc, quand on n'a pas d'utérus, c'est facile. Quand on a une contraception sans règles, si on a une contraception orale, style, par exemple, le petit Milès, donc une pilule, on va arrêter sa pilule et puis on va regarder ce que ça donne. Parfois, si les femmes... Alors, il faut savoir qu'avant d'arrêter sa pilule, la FSH va nous donner aussi un indicateur de fertilité. Si la FSH est supérieure à 25, on sait qu'on n'a plus de risque de grossesse. Pour autant, ça ne veut plus dire qu'on n'a plus de risque de règles. Donc, quand on n'est pas très loin de 25, je dis à la dame, écoutez, vous pouvez arrêter votre pilule, il n'y a pas de problème. Si vous avez un bébé, je vous l'élève, ça n'arrivera pas. Mais si vous retrouvez des règles et qu'elles vous enquiquinent, vous avez le droit de recommencer votre pilule pour 1 an, puis on refait le point l'année prochaine. Quand on a un stérilet à la progestérone, alors, si ce stérilet, alors ils sont valides 8 ans, ces stérilets. Donc, il faut dire qu'on on a souvent un peu de marge. En fonction de la FSH, on décide, on l'enlève ou on ne l'enlève pas. Le plus souvent, on peut le garder quand même encore une petite année. Même si ce n'est pas officiel et dans les recommandations, mais un gynécologue qui a de l'expérience et de la bouteille peut, chez une femme très gênée par ses bouffées de chaleur et qui a un stérilet à la progestérone, lui donner un peu d'œstrogène tout seul, puisqu'on sait que la progestérone, au niveau de l'utérus, va éviter que l'endomètre pousse. Ça se fait dans les pays nordiques où les femmes n'ont pas besoin de prendre la progestérone par voie orale quand elles ont un traitement hormonal, si elles ont ce stérilet à la progestérone. En France, théoriquement, non, mais un gynéco qui a de la bouteille, il peut le faire pour une période de transition, ce n'est pas du tout un problème. D'accord, merci. D'ailleurs, pour revenir au stérilet Mirena, il y a une personne qui ne sait pas si elle est en préménopause ou ménopause. Parce qu'elle a stérilet Mirena et qu'elle n'a pas de règles. Voilà, déjà, c'est super chouette de ne pas avoir de règles parce qu'avant Mirena, et comme ça fait longtemps que je fais de la gynéco, je peux vous dire qu'entre 40 et 50 ans, le nombre de femmes embêtées par des saignements, le nombre de femmes auxquelles il a fallu faire des curetages, c'était monstrueux. Depuis qu'il y a Mirena, du côté de saignement, c'est nickel. Savoir si on est en périménopause ou pas, les périodes d'hyperœstrogénie, on peut peut-être les ressentir avec des tensions des seins, par exemple, des petites périodes de rétention d'eau qui témoignent en fait du cycle, même s'il n'y a pas de règles. Et puis les périodes d'hypoœstrogénie, vous ne passez pas à côté parce qu'il y a des bouffées de chaleur. D'accord, merci. Il y a une personne qui court. Est-ce que les tendinites à répétition peuvent être dues notamment à la baisse d'œstrogène due à la ménopause? Ouais, c'est une bonne question. C'est pas démontré, mais il faut savoir que le tendon, il vieillit aussi. Le tendon vieillit, il a tendance à se dessécher, et c'est vrai qu'on met plus longtemps à guérir de ces tendinites. Vous parlez à une sportive qui maudit son bras gauche tous les jours quand elle veut nager. Il n'y a pas de problème. D'accord, donc c'est pas forcément dû à la ménopause, mais plus... Non, je pense que c'est plus lié à l'âge. Autant les douleurs articulaires, effectivement. Une femme qui, depuis qu'elle est ménopausée, dit « je ne comprends pas, tous les matins, il faut 5 minutes pour que je me dérouille, j'ai mal partout », on la met sous traitement hormonal, elle n'a plus de douleur. Pour les tendinites, je n'y crois pas trop. D'accord. Je ne crois pas trop, ce n'est pas vraiment démontré. Mais ce serait bien, mais non. D'accord. Une personne a dit endométriose et ménopause, point d'interrogation. Est-ce qu'il y a un lien entre... Alors, l'endométriose à la ménopause, normalement, ne se manifeste plus. Alors, on peut trouver 2% encore de symptômes. C'est vrai qu'une femme qui avait une endométriose très sévère, pelvienne, avec des douleurs au moment des rapports ou des douleurs chroniques, etc., peut encore avoir un peu de douleur, peut-être à la ménopause. Mais la ménopause, c'est le traitement de l'endométriose. Il n'y en a plus à ce moment-là. Est-ce qu'on peut tomber enceinte en préménopause? Ah oui, si la FSH est encore inférieure à 25, alors c'est rare, mais c'est possible. C'est-à-dire que c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que en préménopause, en transition ménopausique, une femme qui me dit, je sais pas, qu'à 45 ans, par exemple, et qui a encore des règles, plus ou moins régulièrement, qui me dit, j'aimerais bien faire un bébé, je dis, tentez votre chance, mais elles sont très très faibles. Celle qui me dit, dans la même situation, elle me dit, bon, moi, pas question, mais je veux plus de contraception. Je dis, oh là, non, il faut prendre une contraception parce que vous n'êtes pas protégé à 100%. D'accord, merci. Autre question, la période de la ménopause favorise-t-elle la névralgie pudendale?
Pudendal, non. Alors, Pudendal. très bonne. Oui, la névralgie pudendale, c'est pas du tout spécifique de la ménopause. Moi, je l'ai vu beaucoup plus chez des femmes plus jeunes, mais c'est un diagnostic, tout comme le lichen sclérovulvaire, hein, d'ailleurs, à côté duquel on passe beaucoup trop souvent, parce que les médecins ont tendance très facilement, surtout les gynécos, chez une femme ménopausée, n'importe quelle plainte au niveau de la vulve, on dit ah ben c'est normal, c'est votre ménopause, je vais vous donner une petite crème aux oestrogènes. Que nenni, il y a des névralgies pudendales. Le diagnostic, il se fait par électromyogramme, c'est pas toujours agréable, mais c'est important de faire le diagnostic. Ou alors, ça peut être du lichen sclérovulvaire. Mais c'est pas lié à la ménopause, hein, c'est un problème névralgique, c'est même souvent chez les femmes plus jeunes. Est-ce que vous pouvez juste nous dire ce que c'est une névralgie pudendale? Voilà, Pour alors la oui, personne, j'imagine, qui a posé la question, elle le sait, mais peut-être oui, que tout pour à fait. les... Oui, alors la névralgie pudendale, c'est quelque chose qui n'est pas très très fréquent. C'est donc le nerf pudendal qu'on appelait avant le nerf honteux interne, voilà, qui est inflammé et qui va donner des douleurs parfois atypiques au niveau de la vulve, qui sont aggravées, par exemple, quand on a fait du vélo, parce que voilà, il va y avoir de la compression. Donc, le diagnostic, enfin, nous, on envoie plutôt chez des neurologues ou chez des rééducateurs fonctionnels parce il faut voir, il faut enregistrer l'activité du nerf, hein, par un électromyogramme, ce qui n'est pas hyper agréable. Le traitement, si c'est possible, on fait des infiltrations du nerf parce que c'est quelque chose, disons, c'est une des causes dites de vulvodynie, de douleur au niveau de la vulve, qui ne sont pas toujours très, très, très bien identifiées. C'est un vrai problème. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un signe de périménopause quand on a des pertes pendant une semaine avant d'avoir des règles? Oui, D'accord. c'est-à-dire quand on commence à avoir des petits saignements dans la période dite lutéale, c'est-à-dire après l'ovulation, c'est que la progestérone, elle n'est plus tout à fait à la hauteur. Hein. Et comme je vous disais, l'hyperœstrogénie relative par manque de progestérone, c'est la cause des premiers symptômes de transition ménopausique. Alors là, on donne souvent de la progestérone bioidentique en deuxième partie de cycle. Et là, on vient combler donc ce manque-là. Ça permet de rallonger un peu le cycle. Parfois, ça permet d'éviter d'avoir ces saignements intermittents. Ça peut améliorer un syndrome prémenstruel. Oui. Mais c'est effectivement la chute, c'est par là que ça commence, de la progestérone en deuxième phase de cycle. Tout à fait. Il y a une personne, on lui a retiré le Mirena, donc le stérilet, et depuis, elle a l'impression d'avoir plus de bouffées de chaleur. Du coup, c'est normal. Non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien parce D'accord. non, il n'y a aucun lien parce qu'en fait, Mirena, comme je vous disais, c'est une contraception locale. Donc, la diffusion de la progestérone, et ce n'est pas la progestérone qui enlève les bouffées de chaleur, hein, la diffusion de la progestérone, de toute façon, elle est locale. C'est simplement qu'elle avance en âge et que sa ménopause se manifeste davantage, c'est tout. D'accord. Donc, c'est normal que les bouffées de chaleur augmentent et ça n'a rien à voir avec Oui, son mais cycle. ça n'a rien à voir avec présence ou pas de Mirena. Rien du tout. D'accord. Donc, une autre question. La gynéco a refusé un traitement hormonal pour soulager de grosses douleurs articulaires car la ménopause était déjà effective. Ce serait possible uniquement en préménopause, en compensation, mais pas d'ajout d'hormones d'un seul coup. Alors, je n'en produis plus depuis plusieurs années. Oui, alors, il faut savoir que idéalement, on commence le traitement hormonal le plus tôt possible en ménopause. Le problème de mettre en route un traitement hormonal à 60 ans, par exemple, c'est la question du risque vasculaire. Mais une femme de 60 ans qui a des symptômes importants, qui n'avait pas commencé le traitement hormonal et qui n'a pas de facteur de risque vasculaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de surpoids, elle n'a pas d'hypertension, elle n'a évidemment pas fait de phlébite, elle n'est pas fumeuse, elle a une activité physique. Si d'un point de vue cardiovasculaire, elle est à faible risque, un gynécologue qui prend ses responsabilités peut tout à fait mettre un traitement hormonal en route. La question, c'est les douleurs articulaires. La plupart des douleurs articulaires, c'est de l'arthrose. Hein. Ce n'est pas des douleurs articulaires liées à la carence en oestrogène. Donc, si cette dame, je ne sais pas moi, 58, 60 ans, qu'elle a des douleurs articulaires importantes, qu'elle n'a pas de facteur de risque, elle peut commencer le traitement. Au bout de 3 mois de traitement, elle saura. Soit elle est très améliorée et effectivement des douleurs articulaires étaient liées à la carence en oestrogène, soit c'est de l'arthrose et ça ne changera rien le traitement hormonal. Mais on peut faire un test sur 3 mois. Dans 3 mois, on sait. Hein. Au bout de 3 mois, on sait si c'est ça ou pas. Mais il ne faut pas prendre de risque vasculaire pour autant. Merci. Alors, on a une dernière question. Du coup, on arrive bientôt à la fin. Les ovules pour la sécheresse vaginale représentaient un risque pour le cancer du sein. Peut-on les utiliser pendant plusieurs années? Alors, la première question, c'est une femme qui a eu un cancer du sein,
si on est dans le cas d'une femme qui a eu un cancer du sein, qui a une sécheresse vaginale, en théorie, on ne peut lui apporter aucun œstrogène sous aucune forme. En pratique, on a des capsules molles de colpotrophine, donc le promestrienne, qui dans plusieurs études a montré que c'était faisable. Donc une femme qui est très très gênée par sa sécheresse vaginale, voit une atrophie vaginale à l'examen, et que vraiment c'est un handicap pour sa vie sexuelle en particulier, c'est pas un crime de donner du promestrienne. Mais il faut expliquer aux femmes. Ça, c'est le cas d'une femme qui a eu un cancer du sein. Maintenant, une femme qui n'a pas eu de cancer du sein, elle n'augmente pas son risque de cancer du sein en mettant des ovules aux oestrogènes, du tout. Maintenant, en revanche, on est quand même près de l'endomètre. Donc, une femme qui aurait un petit risque par rapport au cancer de l'endomètre, donc qui est en surpoids, il ne faut pas non plus mettre des ovules aux oestrogènes tous les jours. C'est 1 à 2 fois par semaine et de temps à autre, regarder l'endomètre. D'accord, merci. Alors, peut-être dernière question, il est 14h. Peut-on avoir la pose d'un stérilet Mirena en période de début de diminution des oestrogènes en ayant eu des phlébites? Oui, sans problème. Bien sûr, c'est pas... Oui, le problème de la phlébite, c'est plutôt... Alors, dans les contre-indications, il y a écrit phlébite aiguë. Donc là, on ne donne rien du tout. Et encore, je dirais, c'est pareil. C'est une question de principe de précaution, puisque le passage de l'hormone est minime. Donc, le Mirena, c'est une très bonne contraception, même avec un antécédent de phlébite, bien sûr. D'accord, merci. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui, il y a juste, est-ce qu'un traitement hormonal, oestrogène sous Mirena est-il possible avec un taux FSH de 60? Oui, alors la FSH, comme je vous disais, c'est pas le critère absolu, mais 60 de FSH, a priori, on est quand même ménopausé. Si on veut encore, s'il y a beaucoup de bouffées de chaleur, moi, je donne un peu d'œstrogène à la femme s'il faut pour les bouffées de chaleur. Si elle n'était pas en ménopause complète, de toute façon, en sécrétant elle-même des œstrogènes, elle le verra, elle aura mal au sein. À ce moment-là, elle peut arrêter son traitement hormonal, elle n'aura pas de bouffée de chaleur pour autant, puisqu'elle aura ses propres œstrogènes. Ça peut se faire, mais tout le monde ne le fera pas. Ça, à gel gynécologue, vous oubliez. Alors, ce qui est quand même fou, c'est que mes jeunes confrères et surtout consoeurs sont drôlement avares de prescriptions de traitement hormonal. C'est assez terrible, mais je pense qu'elles ne savent pas ce que c'est que la ménopause et des bouffées de chaleur qui vous réveillent 10 fois la nuit. Ça, c'est notre affaire. Eh ben merci Brunil, merci surtout Odile pour toutes ces explications que nos participantes ont beaucoup appréciées apparemment au vu des commentaires. On aura le plaisir de vous retrouver le 2 juin. Et là, on va parler de santé gynécologique tout au long de la vie, parce que la ménopause, c'est qu'une partie de la vie. Voilà, on est ravis déjà à l'idée de vous retrouver. Chers participants, n'oubliez pas de remplir notre questionnaire de satisfaction et puis à très vite pour un autre webinaire ou d'autres actions de prévention. N'hésitez pas à regarder la programmation dans votre espace adhérent. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir mesdames.